Voilà. Voilà, vous l'avez tous eu sans doute à votre écran, mais qu'on va enregistrer cette visio pour ceux qui n'auraient pas pu la suivre, ce webinaire. Donc, on va discuter aujourd'hui du financement et de la sécurisation de votre transition et des aides possibles. Donc, je voulais, au nom du réseau des dirigeants responsables de l'Ouest, vous remercier tous d'être présents aujourd'hui et remercier les intervenants nombreux qui vont nous permettre d'éclairer les débats. Je sais que la plupart d'entre vous connaissent bien Dero pour y être adhérents, mais qu'un certain nombre de vous n'adhèrent pas au réseau aujourd'hui. Donc, simplement vous rappeler que Dero, c'est un réseau de 123 entreprises pour Dero Ouest, j'espère, et je parle sous le contrôle de Karen, que je viens de voir arriver, que je ne dis pas de bêtises. Donc, 123 entreprises adhérentes et puis beaucoup de salariés qui sont représentés par cette association, qui globalement a des grandes missions. Et sa première mission est d'être un réseau, bien entendu, de dirigeants d'entreprise. La deuxième a toujours été d'inspirer et donc d'essayer de faire en sorte de pousser à la réflexion et sans trempement. Donc, autant pour moi, ça continue à augmenter. J'étais resté sur la dernière présentation. Donc, de continuer d'inspirer le plus possible, c'est-à-dire de porter à la réflexion. Et c'est une mission qui est à l'œuvre depuis une dizaine d'années à peu près. Et puis, il y a l'action, qui est le deuxième pilier des héros. Et d'inspirer pour l'action, c'était déjà la vocation depuis le début. Ce qui se passe de nouveau aujourd'hui, c'est l'action collective. Et donc, des héros s'est organisé depuis 1 an et demi à peu près autour de chantiers qui sont des déclinaisons opérationnelles pour permettre d'agir, tout simplement. Donc, je ne vais peut-être pas lister les 11 chantiers, parce qu'il y en a 11 qui ont beaucoup travaillé sur toute l'année. Il y a des chantiers sur l'observation, sur faire un T0 notamment pour nos bilans carbone. Il y a des chantiers pour la réduction du plastique, pour l'amélioration des performances énergétiques, pour la renaturation, etc., etc. Je m'excuse auprès de ceux que je n'ai pas cités tout de suite, mais c'est pour essayer de garder du temps pour le reste. Mais en tout cas, vous voyez, vraiment un passage à l'action très fort, très volontaire, dans l'objectif de réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre de nos entreprises d'ici 2030. Donc, c'est l'ambition commune pour ce qui a été nommé un futur désirable, qui est l'ambition du réseau des héros aujourd'hui. Et donc, parmi toutes ces actions et ces chantiers, il y en a un que j'ai eu l'honneur de piloter, qui est donc le chantier financer, sécuriser sa réduction de gaz à effet de serre. Et un certain nombre de membres de ce chantier vont intervenir tout à l'heure et auront l'occasion de vous présenter un peu plus en détail l'état de nos réflexions. Mais ça fait 1 an, un peu plus d'1 an, qu'on réfléchit. On a été un peu interrompu par un contexte sanitaire que vous connaissez, mais ça fait un peu plus d'1 an qu'on réfléchit à tout ça. Et qu'on part d'une feuille de départ qui est très, très blanche et qui, au fur et à mesure du temps, s'est énormément remplie, compliquée, complexifiée, avec beaucoup de possibilités, ce qui nous tend à conduire aujourd'hui à faire une présentation qui ne sera pas exhaustive, parce que le champ est tellement vaste qu'on ne va pas y arriver, mais on va aborder plusieurs thèmes. Alors, peut-être que Léo, tu peux lancer le diaporama, si tu veux bien, et puis on va regarder l'ordre du jour. Globalement, on va avoir 4 grands temps cet après-midi. Le premier, qui a été un de nos points de démarrage, c'est et avec l'école Audencia, et c'est tout à l'heure Benjamin qui va nous présenter ça. On a lancé un questionnaire auprès des adhérents des héros pour comprendre les besoins des entreprises en matière de financement et d'assurance pour la partie financement de la transition écologique et du modèle économique de nos entreprises. Le deuxième volet, c'est vraiment de creuser toutes les aides possibles, et c'est là qu'en ce moment, ça n'arrête pas de bouger, on en reparlera tout à l'heure, les aides possibles auxquelles toutes les entreprises ont le droit, ou en tout cas ont le droit dans un certain nombre de conditions. On va essayer de rentrer là-dessus et surtout de vous donner les clés pour retrouver les informations qui vous concernent. Donc, interviendront la PPI, l'ADEME, France Active et l'ADI sur ce point-là. Le troisième temps de notre webinaire cet après-midi, c'est les financeurs, le témoignage des financeurs sur l'évolution de leur offre. On aura vu la demande au début avec le besoin des entreprises. Là, on va voir l'offre qui existe sur le marché en termes de financement, et on fera un focus aussi sur, on va dire, ce qui s'annonce comme des bonifications, des restrictions d'accès au crédit ou à certains types de financement en fonction de critères de développement durable. Et puis, on terminera par un point important, les assurances. Est-ce qu'il y a des freins et quels sont-ils sur les assurances et quelles précautions il faut prendre? Et on terminera par un dernier point sur l'épargne et les placements que les entreprises peuvent faire soit en direct, soit via leur plan
d'épargne entreprise auprès de tout ça. Voilà. Alors, pour répondre et vous donner les règles du jeu à Élise, alors oui, vous aurez le PowerPoint. Hein, ça fait partie d'ailleurs de ce que j'ai demandé à chacun des intervenants, que vous retrouviez sur le PowerPoint les clés après le webinaire pour pouvoir retrouver les informations et creuser. Et la deuxième règle du jeu que je voulais vous donner, c'est si possible, essayer de poser vos questions au fur et à mesure, mais dans le chat. Et ensuite, à la fin de temps 1, à la fin du temps 1, du temps 2, du temps 3, du temps 4, on se donnera un temps pour les questions-réponses et j'essaierai du coup de vous donner la parole ou de reprendre vos mots pour qu'on puisse répondre à vos questions. Voilà pour les petites règles du jeu rapide. Écoutez, je vous propose qu'on se lance tout de suite et qu'on donne donc la parole à Benjamin qui représente, je ne sais plus combien d'éditions vous étiez, 7 ou 8 je crois, Ouais, c'est ça. qui ont travaillé avec nous pendant à peu près 3 mois pour bâtir un questionnaire et l'adresser ensuite, l'analyser aux adhérents de DRO. Allez, je vous laisse la main, Benjamin. Parfait. Merci Jean-François. Tu peux peut-être passer à la slide suivante, Léo, tout de suite. Donc, on a commencé notre travail avec DRO donc en septembre dernier avec des objectifs qui étaient multiples, qui sont résumés sur la slide suivante. Donc, on avait un premier objectif qui était de déterminer les besoins de financement des membres des DRO et de savoir comment, à l'heure actuelle, elles finançaient leurs projets. Le deuxième objectif, c'était de comprendre les mécanismes de financement qui étaient existants auprès des banques notamment, et de savoir quel rôle jouait l'assurance dans les développements de projets RSE. Est-ce que c'était un frein ou non? Et enfin, on avait une dernière interrogation, un dernier objectif qui concernait le niveau de connaissance des entreprises vis-à-vis des placements responsables. Donc, on a commencé notre travail, notre collaboration en septembre dernier, donc avec la définition de ces objectifs. Notre démarche s'est poursuivie ensuite avec l'élaboration d'un questionnaire relativement exhaustif sur tous ces enjeux de financement et on a ensuite programmé des rendez-vous avec les pilotes des 11 chantiers dont Jean-François a cité précédemment. Donc, ce qui nous a amené à une phase qualitative, donc avec des entretiens individuels d'une heure environ sur les thématiques des financements, pour ensuite diffuser plus largement aux membres des DRO, à l'ensemble des membres, des questionnaires pour avoir justement un retour sur leur niveau de connaissance de ces financements. Donc, c'est ce qu'on a appelé la phase quantitative. Et donc, tout ce travail a abouti en janvier 2021 à une présentation des résultats avec une phase de recommandation pour le chantier 9 qui consiste justement, qui traite des financements et de la sécurisation des investissements. Donc, concernant ces résultats, donc on a eu une phase qualitative déjà qui était très concluante. On a eu 8 entretiens individuels qui étaient de très bonne qualité dans des secteurs d'activité différents et dans des tailles d'entreprise aussi très variées. Donc, on a vraiment eu sur ce premier travail, on était très, très, très satisfait. On était un peu plus mitigé, on va dire, sur la phase quantitative, où le taux de réponse avec un timing peut-être un peu plus trop court. Donc, on a eu un taux de réponse qui était relativement faible, mais qui nous a permis quand même de tirer un certain nombre de conclusions. Donc, ce qu'on a remarqué d'abord, c'est un engagement qui était certain des membres du DRO, de fait de leur adhésion justement à l'organisme, notamment par la mise en œuvre d'une stratégie réelle sur les sujets RSE de la part de l'ensemble des entreprises. Ensuite, on a vu qu'il y avait déjà des futurs financements qui étaient identifiés, que ce soit à titre individuel pour les entreprises ou à l'échelle des chantiers, donc collectivement. Et enfin, dernier point positif qui en est ressorti, c'est que les économies avérées avaient été faites grâce aux investissements passés des entreprises et des chantiers. Cependant, on a identifié également un certain nombre de freins qui nous semblaient importants. Première information importante, c'est que l'ensemble des entreprises recourent principalement à l'autofinancement, même parfois si c'est porté collectivement. Donc l'autofinancement ressortait comme la source de financement numéro 1. Deuxième point important, c'est la forte dépendance aux subventions publiques de type ADEME. Ensuite, troisième point, c'est que malgré des économies avérées, très peu d'entreprises savaient nous dire quelles étaient ces économies d'un point de vue quantitatif. Donc, on n'avait aucun chiffre, on savait que c'était bénéfique
pour l'entreprise, mais ça s'arrêtait là, il n'y avait pas d'analyse complémentaire. Et deux autres points qui sont ressortis également, c'est qu'il y avait peu d'engagement sur le placement responsable de la trésorerie des entreprises. Donc là, toutes les personnes quasiment ne s'étaient pas penchées sur le sujet et n'avaient pas de réponse à nos questions sur ce sujet-là de placement responsable. Et enfin, dernier point qui traite de la problématique des assurances pour les secteurs innovants, notamment sur le secteur de l'hydrogène, qui a le vent en poupe en ce moment, et il y avait quelques interrogations de ce côté-là qui pouvaient constituer un frein à certains investissements. Donc, pour conclure, on a fait un certain nombre de recommandations, 3 pour être précis. Tout d'abord, on a estimé qu'il était bon de créer un dispositif d'accompagnement pour chiffrer les économies générées par les projets et justement créer une sorte de cercle vertueux pour justement développer de plus en plus ces projets. Deuxième point, on est parti du fait que les offres étaient existantes auprès des partenaires bancaires, mais que les offres n'étaient pas connues ou très peu connues des investisseurs et des entreprises. Donc, il faut faire connaître plus largement l'ensemble des offres existantes. Et enfin, dernier point concernant les assurances, il faut intégrer plus globalement les assurances dans la réflexion des projets RSE, parce que là aussi, ça peut être bloquant pour le développement de certains projets. Donc voilà, l'ensemble de notre travail qui a été fait sur la période de septembre 2020 à janvier dernier. Très bien. Merci beaucoup, Benjamin. Et donc, un complément dans la synthèse par rapport à ce que vos travaux disaient, il y avait aussi la notion d'autofinancement, hein, c'est-à-dire, et en tout cas de financement par la voie traditionnelle. C'est-à-dire que finalement, les projets RSE avaient toujours été financés dans le canal habituel des budgets. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vois que ça coupe, le son peut couper un peu pour tout le monde. C'est un message général ou c'est spécifique? Non, ça a l'air d'aller? Ok. Ça fonctionne bien. Bon, très bien. Écoutez, voilà pour cette première partie. Donc, vous voyez le constat et les recommandations. Les recommandations, si on peut revenir juste 2 secondes sur la diapo. En gros, hein, il y en a la 2 et la 3, c'est typiquement l'objet du webinaire d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire faire connaître, c'est l'objet de ce webinaire, et puis intégrer les réflexions assurances dès l'entame. On en reparlera tout à l'heure quand on fera le point sur les assurances, mais c'est ce que le groupe a eu l'occasion de faire à 1 ou 2 reprises dans sa vocation, mais j'y reviendrai. Alors, on va donc passer à la deuxième partie, donc sur les aides possibles. Et donc là, je vais demander un exercice ultra compliqué à l'ADEME, notamment, et à la BPI, pardon, pour commencer, avec l'intervention de Mathieu Desfresnes pour nous présenter un petit peu l'offre. Alors, je crois qu'il y a une diapo gargantuesque qui résume tout, mais voilà, bel exercice de synthèse. Merci, bonjour à tous, merci Jean-François et merci au DRO pour l'organisation de ce webinaire. Alors effectivement, la diapositive est aussi dense qu'il lisible, mais l'avantage c'est que le support de présentation vous sera transmis, donc vous pouvez regarder ça à tête reposée. De façon très synthétique, peut-être un petit rappel historique dans le sens où mi-2020, dans le cadre du plan de relance qui a été mobilisé et de sa déclinaison verte, entre guillemets, du plan climat, il a été décidé que BPI France, Banque publique d'investissement, devienne à proprement parler la banque du climat. Alors, on ne part pas de zéro puisque historiquement, nous finançons des projets d'énergie renouvelable ainsi que les investissements dans les entreprises. Mais comme on le disait en introduction, la volonté est vraiment de monter une marche et d'accélérer dans cette dynamique. Alors, pour synthétiser la diapositive que vous avez sous les yeux, je dirais que nous avons 3 principaux domaines d'intervention, en tout cas 3 principales modalités d'intervention. La première qui concerne les aides à l'innovation et donc la capacité que nous avons à accompagner financièrement les développements de nouveaux produits, de nouveaux procédés, de nouveaux usages par rapport à l'état de l'art, à travers des outils soit de subvention pour les projets les plus amont ou les plus risqués, soit d'avances remboursables ou de prêts pour des sujets plus aval, jusqu'au lancement industriel et commercial. Voilà pour le premier point. Deuxième sujet de financement, là au sens plus bancaire du terme, de prêt.
qui interagissent systématiquement avec la place bancaire, puisqu'on intervient en cofinancement. Et donc, nous avons la capacité de proposer aux entreprises PME et ETI des prêts sans garantie, ni sur les actifs de l'entreprise, ni sur le patrimoine du dirigeant, bonifiés sur des durées relativement longues, qui peuvent aller jusqu'à 10 ans, avec des différés d'amortissement, et dont l'objectif est de permettre de financer, d'accompagner les PME lorsqu'elles engagent un programme d'investissement qui vient diminuer leur empreinte carbone. J'insiste, systématiquement en cofinancement avec les banques. Un point important, en complément de ces outils financiers, nous avons, en lien étroit avec l'ADEME, qui a évidemment l'expertise en la matière, voulu associer une dimension conseil et accompagnement, parce qu'on s'est très vite aperçu, et je pense que vous en êtes aussi convaincus dans vos interactions, que beaucoup de chefs d'entreprise sont convaincus de l'intérêt de la démarche d'entrée en transition, mais ne savent parfois pas par quel bout commencer, si je puis dire. Et donc, on a mis en place un diagnostic écoflux de façon très simple qui permet de définir l'état des lieux et le plan d'action à mener pour mener à bien ces travaux et cette démarche. Dernier sujet en matière de dispositifs, ce sont les fonds propres. Depuis les aides à l'innovation avec des startups jusqu'aux offreurs de technologies, en passant évidemment par les PME dans une dynamique de capital risque, de capital développement, eh bien, on est capable, soit via des fonds généralistes, soit via des fonds sectoriels, d'intervenir en fonds propres au capital des entreprises, là aussi en co-investissement avec les fonds de la place. Et pour terminer et respecter, je pense, le timing, je voudrais dire qu'en tant que banque publique, notre rôle n'est pas d'être trop élitiste, mais au contraire d'embarquer et d'accompagner toutes les entreprises, même celles qui sont au niveau zéro, si je puis dire, sans être péjoratif, de leur démarche dans cette dynamique. Voilà. Et donc, il y a un second slide qui vous donne le lien vers notre site web et qui vous permet de retrouver à la fois de façon beaucoup plus détaillée les dispositifs dont je vous ai parlé, mais aussi et peut-être surtout les contacts au sein de la direction régionale des Pays de Loire pour vous orienter. Merci. Vous avez un guichet pour accueillir les entreprises et répondre à leurs questions, je crois. Oui, tout à fait. On a une équipe d'une 60aine de personnes, BPI France en Pays de la Loire, qui va au contact des dirigeants d'entreprise sur tous les sujets que j'ai évoqués. OK. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. N'hésitez donc pas à poser vos questions dans le chat, hein, comme on le disait tout à l'heure à l'introduction, pour qu'on puisse éventuellement les prendre. On a vu le logo de l'ADEME apparaître à 2 endroits, je crois. Donc, ça va nous faire une transition pour M. Benoît pour présenter l'offre de la direction régionale de l'ADEME et sans doute plus largement de l'ADEME au sens national. Je vous laisse la parole, M. Benoît. Merci. Donc, effectivement, c'est une très bonne transition puisque, passant derrière BPI, on pourra faire une présentation un peu complémentaire. Donc, effectivement, 3 minutes, j'ai essayé de faire 3 slides et pour en fait présenter, on va dire, les 3 aspects des financements ADEME, c'est-à-dire principalement, donc le premier, c'est tout ce qui est aide aux études, hein, puisque nous, on a vocation à financer des projets donc, qui ont des vocations environnementales, hein, bien sûr. Donc, via cet axe, il y a effectivement l'aide aux études. Donc, on retrouve donc, tout ce qui a été précisé par BPI, hein, donc le diagnostic écoflux. Donc là, vous avez en fait les intervenants et si c'est lié ou pas au plan de relance. Donc, vous avez un guichet, on va dire, du tout venant dans lequel on peut financer des diagnostics, des accompagnements, des études de faisabilité. Donc, sur tous les sujets environnementaux, hein, qui vont de la gestion des déchets en passant par l'éco-conception, l'économie de la fonctionnalité. Donc, ça, c'est, on va dire, de l'aide classique ADEME. Puis ensuite, vous avez donc le diagnostic écoflux dont on a parlé juste avant. Et puis, on lance, dans certains cas, des appels à projets, donc soit régionaux, soit également nationaux. Et là, c'est justement le cas sur la partie éco-conception,
puisqu'on peut financer donc des diagnostics et des accompagnements de projets spécifiques donc liés à l'éco-conception. Voilà. Donc ça, c'est le premier volet finalement des aides ADEME. Ensuite, le deuxième gros volet, ce sont tout ce qui est finalement aide aux investissements. Et là, je les ai en fait, déclinés en deux aspects. Investissements liés aux problématiques énergétiques, et puis après, on verra les investissements liés en fait aux problématiques plutôt matières et déchets. Donc, sur la partie énergie, pareil, vous retrouvez des guichets qui sont plus ou moins spécifiques. Donc, ça peut être soit lié à la chaleur fatale, chaleur renouvelable. Vous avez également des appels à projets nationaux liés, par exemple, à l'efficacité énergétique dans l'industrie. Donc là, c'est pour des gros projets supérieurs à 3 millions d'euros. Vous avez aussi un appel à projet national qui va sortir ou qui est déjà sorti sur la décarbonatation des procédés. Voilà, donc vous avez également un autre appel à projet, un autre guichet, là qui est plus géré par l'ASP, donc sur la partie décarbonatation. Donc ça, c'est pas nous qui gérons. Voilà, puis après, vous avez les prêts verts, donc prêts économie d'énergie, qui sont gérés plutôt par BPI. Et puis, donc, on peut passer au slide suivant. Alors, tout ça, c'est évolutif. Il y a d'autres. En fait, la liste n'est pas exhaustive. Après, je vous renverrai sur un site internet où vous pourrez retrouver finalement tous les appels à projets en cours. Parce que, comme c'est lié au plan de relance, il y a pas mal d'appels à projets qui sortent, qui vont sortir. Donc, c'est un peu compliqué de faire une liste exhaustive là, au 27 mai. Mais là, vous avez quand même les principaux. Donc, sur l'aspect investissement matière, vous retrouvez effectivement un appel à projet national qui est lié plutôt à la filière plastique, qui est hors place. Donc là, c'est le plan de relance. Également, on retrouve également de l'investissement sur l'éco-conception. Vous avez le dispositif Tremplin, donc qui est un peu un dispositif multi-activités qui peut intéresser les TPE, PME. Vous retrouvez également le prêt vert dans ce cas-là. Voilà, donc, et en fait, tout ce guichet, tous ces guichets, tous ces appels à projets, donc s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment le portail Aide ADEME, donc agir pour la transition.adem.fr, où vous retrouvez tous les guichets possibles suivant suivant l'entreprise et suivant le projet que vous voulez mettre en place. Donc, c'est vraiment le lien à aller voir. Et là, vous retrouverez tout ce que je vous ai dit avec plus de précision, bien évidemment. Voilà, j'espère avoir été assez clair. C'était très clair. On a eu deux interventions, questions pendant votre intervention. On va garder la règle du jeu, on les prendra juste après, mais comme ça, si vous voulez les lire, n'hésitez pas. Et puis, je vais donner la parole au duo Adi et France Active. Alors, on va parler de structures plus petites et ou d'entrepreneurs engagés, mais je vais vous laisser préciser les choses. Je ne sais pas qui commence, c'est Emmanuel Blanchard, sans doute. Avec plaisir. Je vous en prie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, l'ADI défend l'idée que chacun peut devenir entrepreneur. Finalement, quelle que soit sa situation, et c'est parce qu'il n'a pas de réseau, il n'a pas de moyens, il n'a pas de connaissance de la langue ou il n'a pas d'appui, qu'il ne peut pas le faire. Et l'idée pour nous, c'est vraiment d'accompagner à la libération de l'énergie créative au sens entrepreneur du terme. Et donc, on va accompagner des créateurs qui sont souvent assez éloignés de l'emploi et qui vont créer leur propre emploi. Et on va essayer de le faire effectivement de façon solidaire, responsable et professionnelle, individualisée aussi. Et donc, on s'adresse surtout à des gens qui sont plutôt sur des statuts micro-entrepreneurs ou entrepreneurs individuels, avec des besoins de financement finalement qui sont assez faibles au regard de ce qu'on peut voir par ailleurs. Néanmoins, nous, on peut intervenir jusqu'à 10 000 € au maximum sur des plans de financement qui n'ont pas de plafond tant qu'on ne devient pas en cofinancement avec des banques. Donc, on est vraiment en accompagnement financier sur des porteurs de projets ou des créateurs d'activités qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Et pour ce faire, en fait, on va les accompagner de plusieurs manières. En amont de leur projet, en les accompagnant sur un certain nombre de sujets pour finaliser leur projet, mais aussi sur le volet RSE. On a mis en place aujourd'hui un groupe de travail thématique autour de la TE,
autour de la RSE pour former les équipes et les sensibiliser finalement à ces aspects. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aussi servir d'exemplarité, d'exemple à ces entrepreneurs pour leur faire prendre conscience des gains qu'ils peuvent avoir là-dessus. On aura après un petit exemple focus. On va avoir donc le financement, donc l'accompagnement financier, et puis ensuite, après le financement, on va pouvoir intervenir avec eux pour améliorer leur situation avec deux objectifs finalement très simples. Un, améliorer la pérennité, et deux, améliorer le revenu, qu'ils puissent effectivement se créer un revenu de leur activité. Et pour ce faire, on a effectivement toute une offre d'accompagnement très vaste que je ne vais pas détailler ici. Si on se place sur la slide d'après, un petit focus pour un dispositif pour lequel l'ADI est partenaire. Léo, je te bien, merci, qui s'appelle Massico Entreprise. Massico Entreprise, c'est un dispositif qui va finalement permettre à des gens de créer des activités à vélo ou d'accompagner les personnes à la transition d'une activité classique, déplacement en voiture par exemple, à la réaliser à vélo. Et pour ce faire, on a mis en place dans ce dispositif 3 étapes. Une première, finalement, qui va être de voir si on peut tester si l'activité peut être faite à vélo. On pense parfois à des déménageurs à vélo qui peuvent faire des réparateurs toutes mains, des livreurs, des transporteurs. Il y a beaucoup finalement d'activités qu'on peut faire à vélo. Ensuite, on va avoir un accompagnement individuel pour choisir le bon vélo, parce que tous les vélos ne sont pas adaptés à toutes les activités. Donc, ça peut être un vélo cargo, ça peut être un vélo transporteur avec plateau, sans plateau, etc., électrique ou pas électrique. Et ensuite, on va pouvoir effectivement financer ces vélos et notamment leur permettre d'accéder à une prime qui va financer jusqu'à 20% du montant du vélo et des équipements nécessaires, notamment de sécurité autour de cette activité-là. Et voilà. Et donc, l'ADI est vraiment sur une logique de dire comment aujourd'hui on inscrit à la fois des activités, des créateurs en activité, mais à la fois des gens qui vont créer leur activité dans cette logique de transition, et on va financer et accompagner pour y réussir. Très bien, merci. Peut-être pour France Active, Philippe Libon. Tout à fait. Merci, bonjour à tous. Merci à DRO de son invitation. Je vais vous présenter France Active Pays de la Loire très rapidement. Donc, nous, on a un projet qui est centré autour du soutien au développement économique et de l'emploi en Pays de la Loire, principalement auprès des entrepreneurs engagés dans lesquels on peut intégrer à la fois des structures qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, mais également des entreprises totalement classiques qui sont engagées dans des stratégies de RSE. L'idée de nos outils, c'est de pouvoir accompagner ces entreprises à tous les stades de vie de leur projet, de l'émergence jusqu'au rebond. Le rebond étant entendu comme des phases de difficulté à laquelle des conseils et des financements spécifiques peuvent être accordés. D'une manière générale, les outils qui sont à notre disposition sont de 3 types. Plutôt des outils financiers de garantie ou de prêt sur des durées qui sont plutôt du moyen terme. Et puis, on a également des outils qui relèvent du financement de conseils auprès de structures d'utilité sociale. Et là, c'est un dispositif en particulier qui s'appelle le dispositif local d'accompagnement. Voilà. C'est globalement le spectre générique de nos activités. L'idée, c'était d'avoir un zoom peut-être sur des outils qui sont plus en lien avec la thématique qui est celle de la transition écologique. Slide suivante. Donc, en fait, je vous ai fait un petit zoom sur 3 outils plus particulièrement. Un outil qui est nouvellement arrivé dans notre escarcelle, j'ai envie de dire, qui est le prêt de transition, qui est un prêt qui est développé avec Nantes Métropole et la Banque des Territoires, qui permet de financer une phase très particulière qui est celle de l'expérimentation pour des solutions innovantes qui ont trait à des thématiques qui sont très en lien avec le sujet, à savoir les mobilités nouvelles, la transition énergétique, l'économie circulaire, les programmes, les projets alimentaires territoriaux, l'inclusion dans les territoires ou les nouvelles formes d'occupation de l'espace.
Je ne rentre pas plus dans le détail de ce prêt. Vous avez quelques caractéristiques qui sont notées sur le PowerPoint. On a également un autre prêt qui est le prêt entrepreneur engagé. Donc là, qui est vraiment l'outil plus historique chez nous, qui est un outil qui permet de financer la trésorerie, les investissements d'entrepreneurs, donc soit de l'économie sociale et solidaire, ou soit engagés dans des dynamiques de RSE pour financer leurs projets. Et puis, le dernier outil sur lequel je voulais insister, c'est qu'on a également des capacités d'investissement. Alors, on est tout de suite sur des projets de taille plus importante, mais d'investissement et d'apport en fonds propres pour des structures d'économie sociale et solidaire en particulier. Et puis également un outil d'apport en fonds propres, quasi-fonds propres, au stade de l'amorçage pour des projets qui ont une innovation sociale très forte. Donc voilà un petit peu, et en grande synthèse, puisque on est contraint par le temps, le spectre de nos outils. Je vous ai remis les contacts également, qui sont des contacts territorialisés, avec Céline Alain, qui est notre responsable sur la Loire-Atlantique et la Vendée, et Khadija El Mokhtari, qui est notre responsable sur la Sarthe, l'Anjou et la Mayenne. Et vous pouvez nous appeler, il y a un numéro, et au niveau de l'accueil, on vous redirigera vers les interlocuteurs les plus appropriés. Et je vous remercie de votre attention. Très bien. Merci beaucoup à tous et à tous les quatre. Vous avez vu les questions posées dans le chat au fur et à mesure concernaient beaucoup l'intervention de l'ADEME. On ne va pas se donner 10 minutes parce qu'on est déjà en retard, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Merci à tous pour l'exercice de concision par rapport à la plénitude des offres. On voit bien en tout cas qu'on soit tout petit en démarrant de l'auto-entrepreneur, on peut trouver des outils avec l'ADI, et quand on grandit, on en trouve de plus en plus. Certaines des offres de l'ADEME, c'était précisé, sont juste TPE, PME, d'autres grandissent, et plus on grandit, plus peut-être on arrive à la BPI et à ces grands outils. Voilà. Et effectivement, vous avez cité à la BPI, puis Philippe, dans ta dernière intervention, la question de l'investissement et des fonds propres, quasi-fonds propres. On y reviendra à la conclusion parce que ça fait partie des travaux suivants que le groupe est en train de travailler. Voilà, mais en tout cas, un grand merci. Je voulais préciser, donc je crois que par rapport aux questions qui ont été posées par Marie, l'ADEME, les réponses de M. Benoît, je pense, répondent. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions particulières qu'ils souhaiteraient poser à l'un de nos intervenants? N'hésitez pas. Non? Eh bien, écoutez, je vous propose du coup qu'on enchaîne. Donc, on va maintenant laisser la parole peut-être aux financeurs. Alors, on a 3 banques qui sont représentées ici, Arkea, BPGO et le CIC. Alors, pourquoi ces 3 banques-là? Eh bien, c'est les 3 qui ont participé au groupe. Donc, voilà, ceux qui trouvent qu'il manque certaines banques, il faut participer au groupe et puis chacun a la parole de manière équitable. Ça a été la seule règle de sélection. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça me semblait intéressant de vous donner un éclairage sur les conditions du marché aujourd'hui et comment la demande qu'on a vue des entreprises aujourd'hui rencontre ou pas une offre verte, une offre à impact. Alors, messieurs, puisque vous êtes trois hommes, je vous laisse peut-être vous lancer et nous présenter tout ça. Je ne sais pas comment vous avez prévu de vous répartir la parole. Donc, Vincent. C'est Vincent Dumac pour les banquiers. Très bien. Allez, Vincent pour Arkea, on te laisse te lancer là. Alors, je vais commencer sur les offres à impact en essayant de faire vite parce que c'est un sujet quand même assez complexe. Mais il faut savoir que le marché de l'offre à impact, c'est un marché qui a 4 ans à peu près, qui est dans un premier temps se consacrer essentiellement aux très grosses entreprises, donc sur des financements qui allaient de 100 à 500 millions d'euros. Et petit à petit, on a vu apparaître des offres qui ciblaient davantage les PME, les ETI. Et c'est le cas notamment du prêt Pacte qui a été lancé début 2020 par Arkea. Donc qui est accessible aux PME, aux ETI pour des financements à partir de 3 millions d'euros et sur des durées comprises entre 5 et 20 ans. L'objet du financement ne se limite pas à des projets RSE, bien entendu, il peut s'y consacrer, mais la vocation de ce prêt, c'est surtout
de s'intéresser à la stratégie RSE de l'entreprise et à l'engagement de l'entreprise dans cette démarche-là. Donc, c'est une offre de crédit bilatéral avec des covenants extra-financiers et un taux d'intérêt qui évolue en fonction du score ESG de l'entreprise. Donc, chaque année… En langage grand public, c'est-à-dire le taux baisse quand on augmente sa performance développement durable. Moins on émet de CO2, plus le taux baisse. Exactement. Donc, c'est une offre qui a été construite avec Etifinance, que vous connaissez probablement tous. Donc, Etifinance fait une évaluation chaque année de l'entreprise en question, et ce qui donne lieu à l'édition d'un rapport d'évaluation qui permet aux clients de se positionner sur une échelle de performance ESG en identifiant les axes de progrès éventuels, et puis ce qui permet également à l'entreprise de se situer par rapport un benchmark d'entreprise de son secteur d'activité. Donc, c'est vraiment, ça permet vraiment, c'est une démarche très, très vertueuse. La performance ESG est donc valorisée par une bonification du taux d'intérêt, une bonification qui peut aller jusqu'à 20% d'économie de frais financiers en fonction de l'évolution des performances de l'entreprise. À ce jour, 33 prêts pactes ont été mis en place pour 200 millions d'euros financés. Et on peut citer quelques noms connus parmi les membres des RO. Il y a Charrier TP, CETI, IDEA qui ont souscrit à ce type d'offre. Et puis également des institutionnels, c'est relativement nouveau, mais on a par exemple Bordeaux Métropole qui a souscrit à ce type de prêt. Donc voilà, c'est une offre assez différenciante et qui accompagne vraiment les entreprises dans leur démarche ESG. Je laisse la main à mes camarades pour poursuivre. Eh bien, Raphaël Tramson, pour le CIC, le but n'est pas de vous détailler toute la gamme, mais effectivement, le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, auquel le CIC est affilié, a lancé toute une gamme de prêts dits RSE et transition, et je vais plutôt faire un focus sur le prêt transition énergétique, sachant qu'en fait, il s'articule avec deux types de crédits. Un petit crédit jusqu'à 20 000 euros pour financer éventuellement les audits RSE, hein, dans une démarche soit sociale, soit écologique, jusqu'à 20 000 euros avec un différé. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ensemble de la gamme en fait, bénéficie immédiatement d'un taux bonifié. Le but, en fait, c'est d'inciter les entreprises à investir dans une démarche vertueuse pour les aider à respecter soit les obligations réglementaires actuelles ou futures, soit à valoriser les actifs de l'entreprise en investissant dans des parcs machines ou de mobilité qui ont des impacts décarbonés. Voilà, il n'y a pas de limite, à part le financement de l'audit, il n'y a pas de limite de plancher ni de plafond. Tous les projets sont regardés. Dans le cadre du prêt de transition énergétique, la grande nouveauté, en fait, c'est qu'on a intégré la partie immobilière, c'est assez récent, pour en fait se mettre en phase avec les obligations d'amélioration de la performance énergétique auxquelles sont astreintes toutes les entreprises pour leurs bâtiments. En tout cas, 2030, il faut une réduction de 40%. Donc, pour inciter les entreprises à lancer ces programmes de rénovation, on a intégré cette gamme-là et surtout, on a étendu la durée des investissements. Donc, on va jusqu'à 15 ans sur cette partie immobilière. Voilà. Il y a Jean-André Ebel qui devait prendre la suite. Je crois qu'il est là. Et financement des projets ENR. Ah, on n'entend pas Jean-André. Est-ce qu'il est là? Ah, Jean-André, ouais, voilà, votre micro est actif. Ah non, on ne vous entend pas, je suis désolé. Non, toujours pas. Peut-être qu'on peut faire, essayer peut-être de vous déconnecter, reconnecter, et puis on vous reprend tout de suite, mais on ne vous entend pas. Je vois que votre micro est activé, mais
Peut-être en attendant, une question par rapport à ce qu'on a vu il y a un an et demi quand on a démarré. La question est pour Vincent et Raphaël. Votre quotidien par rapport à la question du prêt à impact, on a vu tout à l'heure dans l'étude Audencia qu'il y avait peu de demandes quand même côté entreprise, finalement formelle pour ça. C'est comme ça que vous le viviez et est-ce que ça a changé là, ces derniers mois? Alors, moi, si je répondais, je répondrais en avance par rapport à la suite du slide, puisque c'était vraiment sur les orientations émergentes. Et effectivement, mais le temps que Jean-André se connecte, on peut peut-être poursuivre sur cette partie-là. C'est bon, Raphaël, pardon. Ah, c'est bon, super, on vous entend, Jean-André. Je vous en prie. Oui, excusez-moi, je suis désolé, petit problème de micro. En quelques mots sur tout ce qui est financement énergie renouvelable. Bon, c'est des solutions qu'on propose toutes les banques depuis assez longtemps. On a ce qui est particulier depuis, je pense, quelques années, et c'est notamment impulsé par la loi de transition énergétique, c'est que l'objectif a été pour 2023 de doubler la production d'énergie renouvelable. Du coup, il faut aujourd'hui construire massivement des projets d'énergie renouvelable. Toutes les banques se sont mobilisés sur le sujet parce que ça représente à peu près 38 milliards de nouveaux financements à mettre en place. Donc aujourd'hui, tous les groupes bancaires, dont le groupe BPCE que je représente à travers BPGO, s'est mobilisé. Et ce qui est, on va dire, particulier, c'est qu'aujourd'hui, les banques, même les banques régionales, qui ont un territoire un peu plus délimité, ont des équipes spécialisées et dédiées au financement d'énergie renouvelable sur même des assez petits projets. Quand je dis assez petits projets, c'est-à-dire on a des prêts packagés pour ces financements et on peut faire aussi des projets un peu plus ambitieux jusqu'à 20-30 millions d'euros de financement. Donc c'est des choses qu'on finance très bien dans la durée et souvent très bien adossées à des contrats de rachat d'électricité ou d'autoconsommation. Bien évidemment, c'est beaucoup plus facile de financer des projets dont la technologie est mature, de type éolien, tout ce qui est solaire, énergie photovoltaïque se finance très bien, ou hydroélectrique. Cependant, il y a des nouvelles technologies qui arrivent, donc typiquement la méthanisation, tout ce qui est chaufferie, biomasse. Donc les équipes sont de plus en plus mobilisées sur ces sujets et on sait de mieux en mieux financer ces sujets-là. Et d'ailleurs, grâce à l'intervention de l'ADEME et aussi BPI qui peut être un gros financeur sur ce type de projet, mais l'ADEME accompagne très bien les projets. Et donc, ils peuvent proposer soit des prêts, soit des subventions pour ce type de projet. Moi, si vous avez des projets d'énergie renouvelable, déjà, le message que vous souhaitez, n'hésitez pas à en parler à vos banques, parce qu'ils ont des équipes qui sont dédiées, spécialisées sur ces sujets. Enfin, là, les 3 établissements qui sont là cet après-midi, CIC, Arkia et BPGO, on est tous très bien équipés et très bien staffés. On a des bons conseillers sur le sujet. Et puis, n'hésitez pas à vous entourer aussi, parce qu'il y a des spécialistes dans ces métiers. Les choses évoluent relativement vite, les technologies évoluent, et donc il faut bien s'entourer. Et puis après, petit point de spécification aussi, c'est que souvent, il peut y avoir il y a des projets où il faut financer sur du moyen terme les investissements, mais il y a aussi toute une partie d'enveloppe court terme, typiquement pour faire des financements sur des subventions qui sont à venir, ou surtout typiquement très basiquement du relais sur la TVA. Bien évidemment, on embarque ces sujets-là aussi. Donc aujourd'hui, on a des solutions tout en un pour répondre à ces projets d'énergie renouvelable. Très bien, merci beaucoup. J'accélère un tout petit peu, je vois l'heure qui tourne. Juste, Raphaël, pour te redonner la parole. Globalement, ce qu'on a vu, c'est qu'on a bien vu le régime des bonus, notamment via les prêts à impact, dire la performance développement durable augmente et donc le taux diminue. Par contre, dans le registre des malus ou restrictions, est-ce qu'on peut peut-être préciser les risques qui arrivent ou qui vont arriver sur ces questions-là? Oui, c'est ce qu'on s'est dit avec Jean-François. En fait, entre le moment où on a démarré le chantier et aujourd'hui, on fait le webinaire, on a vu que les choses se sont accélérées. Il y avait tout à l'heure un intervenant le disait. Et c'est clair qu'aujourd'hui, l'ensemble des banques est en train de revoir sa politique d'attribution du crédit.
Alors, si on veut parler de restrictions, voire d'exclusion, en fait, c'est concernant… alors, il y a déjà certains secteurs qui sont complètement impactés. On parle du secteur du charbon, sur le pétrole, mais également tout ce qui concerne les politiques de transport. Donc, si on se lance sur l'aérien aujourd'hui, les banques commencent à prendre des politiques indiquant qu'elles ne financeront plus d'avions au-delà d'une certaine durée. Aujourd'hui, quand l'ancienneté dépasse 8 ans, par exemple, au CIC, on ne vous finance plus votre avion. Alors, ça ne concerne que quelques entreprises, mais en fait, c'est un premier pas pour rajeunir en fait, l'âge moyen des flottes. Sur le transport maritime, il y a des bateaux qui ne sont plus financés. Les transports de gaz non conventionnels ne sont plus financés en fait, par la majorité des banques. Et si on s'adresse plus particulièrement au transport routier, qui intéresse un petit peu plus les adhérents de DRO, aujourd'hui, seuls les véhicules utilitaires ou industriels qui répondent au minimum à la norme Euro 6 peuvent bénéficier d'un financement. Et on voit bien, prochainement, il y aura une norme Euro 7. Je ne suis pas en train de vous dire que les Euro 6 ne pourront plus être financés, mais c'est bien la direction en fait, qui est prise. Le but, c'est d'inciter les entreprises à investir pour rajeunir l'âge des flottes et bien évidemment pour les décarboner. Ce sont des premières étapes. Il y a aussi l'apparition de clauses dites RSE dans certains contrats de crédit. Alors, moi, je représente plutôt les financements structurés, mais ça, c'est vraiment une tendance qui est en train de s'accélérer depuis le 1er janvier 2021 avec des systèmes de bonus-malus. Donc, un bonus, bien évidemment, c'est une baisse de la marge du crédit à partir du moment où vous respectez des objectifs RSE que l'entreprise s'est fixés elle-même. Il n'est pas question pour le banquier de fixer ses propres objectifs. On est dans un cercle vertueux. Mais il y a également un malus sur ces taux, c'est-à-dire une augmentation de la marge qui peut être impactée à l'entreprise si elle ne respecte pas sa propre ambition. Ce qui est intéressant également, c'est que pour des dossiers significatifs, les banques ont mis en place des reversements de ce malus à des associations. Il ne s'agit pas pour les banques d'augmenter leur marge, c'est plutôt de faire rentrer ces financements-là dans un cercle vertueux et de participer par ce biais à la politique de réduction des effets de gaz à effet de serre de l'entreprise. Très bien, merci beaucoup. Et puis, je réponds tout de suite à la remarque de Marie dans le chat pour dire c'est bien le registre des restrictions de l'accès au crédit dont on parle. Et donc, quand on parle du financement transport aérien, c'est bien pas un financement environnemental, on est d'accord, mais ça veut dire que le transport aérien va avoir de plus en plus de mal à trouver du financement parce qu'il est jugé polluant par un certain nombre de banques. Et on le verra tout à l'heure rapidement, mais c'est encore plus le cas dans la partie fonds d'investissement qui décarbone toute un partie de leurs actifs. Voilà pour cette remarque-là. Je passe tout de suite la parole au duo assureur et directeur financier, et donc à Éric Godard et puis à Olivier Ducré pour la partie assurance, puisqu'on a ici exploré la partie des risques en matière d'assurance, avec un exemple, je crois, l'hydrogène. Allez, c'est parti. Merci Jean-François. Oui, on l'a vu, comme on l'a vu lors de la restitution de l'étude de Densia, l'une des problématiques était qu'il fallait intégrer les assureurs dans la réflexion RSE. C'est une priorité auquel certains chefs d'entreprise ne pensent pas obligatoirement, et on l'a vu, il y a une telle accélération de projets portés justement dans cet esprit RSE que parfois on oublie ou on va un peu vite et on va avoir une grosse réflexion sur le financement ou sur les aides, mais on va oublier éventuellement la problématique de l'assureur. Donc je passe la parole à Olivier sur la structuration de la réflexion à avoir. Oui, bonjour et merci. Il y a trois grandes questions, en tout cas 3 items qu'il faut avoir à l'esprit sur des sujets un peu innovants. La maturité du marché de l'assurance. Ça, effectivement, si vous ne posez pas la question à votre conseil ou votre assureur, il est compliqué, si vous n'êtes pas du métier, de savoir la position des assureurs. Parce qu'effectivement, il y a un contexte de mutualisation et de sujets au risque que les assureurs ont. Donc, c'est de savoir si le projet que vous souhaitez mener, est-ce qu'il est assurable. C'est pour ça qu'il faut essayer d'anticiper pour éviter de perdre trop de temps sur un projet qui est déjà blacklisté par les assureurs. Est-ce que sur le sujet que vous souhaitez mener, est-ce qu'il y a des obligations légales qui fait que vous pourriez être en risque si vous ne les
si vous ne respectez pas ces obligations. Sur la partie purement technique, très souvent, quand on passe la première étape, les assureurs ont une tendance naturelle à demander le maximum de prévention pour essayer d'éviter au maximum l'aléa. Donc, c'est de voir si le niveau de prévention demandé par les assureurs est acceptable pour vos structures. Quelle est la protection aussi que vous devez mettre en place sur le long terme. Et puis, in fine, c'est aussi le nerf de la guerre, c'est est-ce que l'impact environnemental de tout ça, ou l'impact tarifaire, pardon, est-ce qu'il est supportable par votre entreprise? Parce qu'effectivement, la prévention a un coût à la fois de la mise en place, mais aussi en termes annuels. Et est-ce que toute cette prévention, elle est supportable par mon entreprise? Et est-ce que ce projet-là n'est pas lourd à porter pour vos structures? Et aussi, quel est l'impact financier pour mon contrat d'assurance, qui est une charge non négligeable parfois pour des projets innovants. On a fait quelques exemples assez terre à terre qui sont présents sur la slide suivante. S'il te plaît, Léo. Voilà. Donc, on va aller très vite puisqu'il nous reste très peu de temps, sur la mobilité. Donc, effectivement, alors on n'a pas repris tous les chantiers, mais tous les chantiers peuvent être conservés, toutes les thématiques peuvent être concernées. Sur la mobilité, donc dans la mise en place de moyens de transport alternatifs qui se développent énormément en ce moment, on a, pour citer juste deux cas particuliers, notamment dans le cadre des obligations légales, on peut être amené à mettre en place des vélos assistance électrique ou des trottinettes électriques au sein d'une entreprise pour mise à disposition des collaborateurs. Le vélo à assistance électrique n'exige pas, alors on parle dans les deux cas de véhicules non immatriculés, moins de 25 km/h. Les vélos assistance électrique ne demandent pas de protection particulière ou d'annexe particulière à un contrat d'assurance en termes de responsabilité civile. Par contre, la trottinette électrique, Olivier, tu le confirmes, oui, demande une annexe spécifique puisqu'il s'agit d'un véhicule autoporté motorisé et donc qui doit être déclaré dans votre assurance flotte ou dans une assurance au même titre qu'un véhicule par le biais de son numéro de série. Donc, le but de cette présentation, c'est de dire, voilà, éventuellement, vous n'allez pas avoir une vigilance sur le sujet et il faut avoir une vigilance sur tous les projets innovants dans le cadre de la RSE qui changent nos modes de fonctionnement ou de réflexion antérieurs. Sur les véhicules industriels à hydrogène, et je remercie Olivier et Thomas Chénaud, on a eu cette problématique, à savoir qu'un véhicule à hydrogène présente des risques et nous avions des difficultés à trouver une compagnie d'assurance pour pouvoir assurer ce risque, ce nouveau risque lié à un projet innovant. Et grâce à Thomas, en fait, on a trouvé une compagnie d'assurance en Allemagne. Donc, il faut étendre le périmètre de recherche pour pouvoir trouver une solution de faisabilité. Sur le photovoltaïque, Olivier ? Oui, alors le photovoltaïque, il y a une maturité du sujet qui est un peu plus importante. Malheureusement, comme il y a eu des subventions importantes de l'État, un bon nombre d'entreprises se sont lancées dans le photovoltaïque avec très souvent des produits chinois. Ça, Seti pourra en parler beaucoup mieux que moi, mais des produits chinois non réglementés qui ont causé un nombre d'incendies très important. Donc la mutualisation du risque aujourd'hui est assez faible, en tout cas sur le marché français. C'est pour ça qu'effectivement, il y a des assureurs plutôt allemands qui commercialisent encore des produits. La partie photovoltaïque est un sujet vraiment compliqué à placer aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut vraiment anticiper et discuter en amont avec l'assureur qui a parfois aussi des solutions qu'il accepte lui et qui peut vous soumettre pour éviter que l'assureur soit un frein à tous vos projets. Et sur la renaturation, là aussi, tout ça va dans le sens de l'écologie et de l'amélioration des conditions parfois aussi du travail. La renaturation est aussi sujet à des sinistres, des infiltrations, des dégâts des eaux. Et si votre assureur n'est pas forcément au courant, comme il y a une modification du risque, il est possible parfois que les contrats excluent, si vous ne précisez pas, toutes ces améliorations ou toutes ces modifications à votre assureur. Voilà, en synthèse, il faut vraiment discuter, plutôt en amont qu'au bout du projet pour éviter des complications ou de reculer sur vos projets. Donc, voilà. Message très clair, assurance anticipée, c'est le titre. Voilà, anticiper, se poser des questions de bon sens par rapport à des nouvelles questions et ne pas rester sur ses acquis
pour avoir cette vigilance nécessaire par rapport à une responsabilité tant légale que derrière par rapport à un changement de la nature du risque. Merci. Merci. Merci beaucoup. Il y a une question dans le chat qu'on n'a pas pris au fur et à mesure. Elle concerne les financements européens et savoir s'ils sont accessibles ou pas aux PME. Alors, d'une manière délibérée, à moins qu'un des intervenants ait une précision là-dessus, on a plutôt pris l'angle aujourd'hui de ne pas aborder cette question de financement européen, notamment parce que toutes les définitions du nouveau FSE, le FSE+, ne sont pas du tout encore actées, calées, validées. Donc, on a des indications, mais pas encore de certitude. Donc, on a trouvé que c'était un peu tôt. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut compléter mes propos pour répondre, ou si Laurent, tu veux préciser ta question d'ailleurs. Mais... Non, je te remercie Jean-François, mais c'est vrai que c'est un sujet important. Aujourd'hui, on est quand même très sollicité sur ces problématiques de FSE et voilà. Et c'était juste pour avoir pour savoir si au sein des nombreux interlocuteurs qu'on a aujourd'hui, il y a quelqu'un d'un peu spécialisé et qui est capable de relayer à la fois les questions qu'on peut avoir ou les informations dont on a besoin par rapport à ces financements nouveaux. J'espère pouvoir vous faire un témoignage. Pardon, je vous ai coupé. Oui. Oui, bonjour Pascal Bouteau. Moi, je suis chargée de mission économie circulaire à la région des Pays de la Loire. Donc, je peux apporter quelques informations en effet sur les fonds européens. Les discussions justement sont en cours entre les régions et le niveau Europe pour discuter du cadre d'application des aides européennes dans le cadre du FSE et dans le cadre du fonds FEDER également. Donc, en effet, c'est en cours de discussion et je crois qu'il y a une concertation qui doit être lancée avec les acteurs externes pour aussi avoir le retour des besoins dans ces cadres-là. Donc, en effet, ce sera un sujet pour lequel il sera intéressant de revenir vers vous quand les choses seront bien cadrées en termes de type de projet financé et d'entreprises concernées. Écoutez, vous l'aurez compris, on est très preneurs. Donc, si on peut échanger nos coordonnées par mail à l'issue du webinaire, je suis vraiment preneur de rester informé de ces informations-là. Je pense qu'elles vont intéresser pas mal de monde. Oui. Ou dans le chat éventuellement, si ça ne vous dérange pas de les... Oui, bien sûr, tu as raison, Laurent. Tout à fait. Merci beaucoup. Et puis, j'en profite puisque Laurent intervient et puis Marie est intervenue aussi par rapport au lien avec le chantier observatoire. Vous avez vu qu'à la fois côté banquier, côté financeur, public, on a besoin de savoir l'impact carbone de ce qu'on est en train de financer. Et donc, il y a des ponts importants sur la question de l'observation et de l'impact carbone de tout ce qu'on fait. Bon, voilà, je vous propose qu'on passe sans plus attendre à la dernière partie, donc sur la partie épargne, investissement, placement des acteurs bancaires. Et pour ça, on va laisser la parole enfin à deux femmes, parce que franchement, ça manquait. Donc, je laisse la parole à Tiffaine et à Mélanie, à Harmonie Mutuelle et Crédit Municipal pour nous présenter ça. À vous. Bonjour à tous. Alors, après la partie effectivement financement de vos projets verts, nous passons à la partie placement et épargne, si possible, responsable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En général, ce qui est fait actuellement, c'est l'investissement socialement responsable, plus communément appelé ISR, qui vise à concilier la performance économique, donc la rentabilité de vos placements, avec la performance extra-financière, c'est-à-dire la performance du point de vue social, environnemental et de gouvernance notamment. Et en gros, ça signifie éviter les plus mauvaises pratiques en termes environnementaux, sociaux et de gouvernance. Alors, comment les identifier et comment faire? On vous a mis un échantillon des plus courants et des plus faciles à identifier, mais bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Il y a par exemple les fonds responsables. Ces fonds vont exclure certains secteurs de leurs investissements. Ils n'investiront donc pas, par exemple, dans le secteur du tabac, dans le secteur des armes controversées. Parfois, il restreindra également les investissements relatifs au charbon, parfois également le pétrole et le gaz, mais de nos jours, c'est plus rare. Ça risque d'arriver bientôt, on va dire. Ils excluent également les plus mauvaises pratiques ESG, telles que le travail des enfants ou les violations les plus flagrantes relatives à l'environnement ou à la corruption. Et on peut les identifier à travers le label ISR, notamment. Ils n'ont pas tous ce label, mais c'est une façon de pouvoir les identifier.
Il y a également des fonds qu'on appelle des fonds verts. Ceux-ci excluent plus généralement et plus largement les énergies fossiles et le nucléaire quand ils sont labellisés Greenfin. Et ils vont souvent focaliser les investissements soit dans des obligations vertes, c'est-à-dire des projets qui servent plutôt à adapter les modèles économiques des entreprises vers la transition énergétique, ou d'autres thématiques vertes. Et ceux-là sont de nos jours identifiables à travers le label Greenfin, mais pas que, parce que évidemment, ils ne sont pas tous labellisés. Finalement, on a également des fonds solidaires qui investissent dans des entreprises à forte utilité sociale, comme la lutte contre l'exclusion ou d'autres thèmes, et ils sont identifiables à travers le label Finansol. Donc après, ces concepts relatifs au placement, je laisse Mélanie Savelli vous présenter pour quel type de produits ils peuvent être utilisés par vous. Oui, merci Tiffaine. Donc effectivement, on peut tous finalement choisir de rediriger son argent, qu'on soit une personne morale ou physique. Et en ce moment, on assiste vraiment à un changement de paradigme avec une réorientation des flux qui va plutôt vers la transition énergétique et la transition sociale. Donc, il y a plusieurs moyens de réorienter votre argent. Vous pouvez le faire via votre plan épargne entreprise ou votre plan épargne retraite, où là, il y a une obligation dans ces fonds de proposer un fonds qui sera en général donc social. Donc, généralement, c'est des fonds ISR, labellisés ISR. Donc là, ils sont assez faciles à identifier. Pour votre épargne personnelle, vous pouvez regarder dans votre plan épargne action ou votre assurance vie. Alors, pour le plan épargne action, il n'y a pas d'obligation réglementaire, mais vous pouvez tout à fait demander d'avoir un fonds ISR, Greenfin ou labellisé Finansol. Et par contre, dans l'assurance vie, c'est une obligation depuis 2019, effectivement, surtout dans les contrats d'assurance vie multi-support, de proposer au moins un fonds ISR. Maquis de produits d'épargne, que ce soit des livrets, des comptes à terme, des parts sociales, des titres participatifs, qu'on soit une personne physique ou morale d'ailleurs, il y a un outil que je trouve très intéressant sur le site de Finansol, ce qui s'appelle donc « Quel produit d'épargne solidaire vous correspond ?» Et il suffit donc de compléter un petit questionnaire. Il y a vraiment 6 questions. On met personne physique ou morale. On indique si on est plutôt intéressé par la transition énergétique ou sociale. Si ce qui nous intéresse, c'est plutôt une sécurisation de notre épargne ou un rendement un tout petit peu plus élevé. Et du coup, il y a une sélection de produits labellisés Finansol qui apparaissent dans différentes banques ou sociétés de gestion. Et du coup, je trouve que voilà, ça permet à tout le monde très rapidement d'avoir des indications sur ce à quoi on peut souscrire en fonction de ses intentions. Donc voilà, donc effectivement, je trouve que maintenant, on peut de plus en plus choisir de réorienter son épargne. Merci beaucoup. Peut-être un témoignage, la même question pour vous deux. Au niveau orientation des placements d'Harmonie Mutuelle ou du Crédit Municipal, donc 2 acteurs institutionnels quelque part, vos propres activités de placement au sein de vos établissements, il y a une part ISR, ESG importante? Alors, côté Harmonie Mutuelle, certains fonds sont labellisés, mais en fait, comme ce ne sont pas des fonds ouverts, c'est-à-dire que ce sont des fonds réservés à Harmonie Mutuelle, ce n'est pas complètement utile de les labelliser puisqu'on sait, nous, ce qu'il y a à l'intérieur et comment à quel point ils sont collectifs, on va dire. Mais oui, ils sont tous gérés de façon ISR. Donc 100% ISR. Et côté Crédit Municipal? Oui, donc au Crédit Municipal, on a fait le choix depuis quelque temps de réorienter justement nos placements vers de l'ISR. Donc, on s'est mis un premier objectif qui était en 2020, 20% nos placements en ISR qui a été atteint. Et à présent, on se met un objectif plus fort à 2023. On veut que la moitié de nos placements en ISR ou ancrage territorial, parce que c'est très important aussi d'encourager les entreprises du territoire. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, on a les liens pour ceux qui veulent aller plus loin. Je n'ai pas repéré de questions particulières. Est-ce que les uns et les autres, on arrive à la fin et puis on a même un peu débordé, je vais vite conclure, mais est-ce que vous avez
des questions que vous souhaiteriez poser? N'hésitez pas. Bon, bah, écoutez, un grand merci vraiment à tous nos intervenants. On a essayé vraiment de vous faire un tour assez complet de la situation, mais il y a effectivement de quoi creuser indéfiniment ou presque, enfin, en tout cas très longtemps sur les différents sujets. Effectivement, on vous laisse creuser les liens. C'est un panorama, c'est ça, c'est un panorama. Et puis, on laisse les coordonnées des uns des autres, n'hésitez pas pour compléter. Je voulais juste vous dire vraiment un témoignage par rapport à nos débuts de chantier. Il y a un an et demi, on était vraiment signal faible, c'était émergé, etc. Maintenant, on a vraiment entendu ça tout le temps, partout. Toutes les offres sont en train d'arriver. On a beaucoup de mal à les regrouper. Et on avait au départ imaginé un tableau représentant toutes les offres possibles. On a arrêté, ça ne tient pas, ça bouge tout le temps. Donc voilà, c'était l'idée de ce webinaire, de vous donner les clés pour essayer de trouver les solutions vous-même. Et puis l'autre idée qui nous est venue au sein de ce groupe, alors je suis désolé pour ceux qui ne sont pas encore adhérents des héros, mais c'est pour vous motiver à l'être certainement. On a décidé avec le groupe d'essayer de refaire une nouvelle formule de travail pour essayer d'aider tous les membres des DRO à s'y retrouver dans ce panel de tout ça, de vous proposer notre aide, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à solliciter le groupe financé, à me contacter ou à contacter l'un des membres du groupe. On va saisir des questions en collectif et puis on va vous proposer un binôme de personnes pour vous aider à trouver les solutions. Alors, on n'est pas des experts parce que la matière est extrêmement dense, mais au moins réfléchir ensemble et mettre un peu de cerveau disponible à vos côtés pour essayer de trouver des solutions. Donc, on va sans doute se spécialiser par groupe. Voilà, on a été un groupe transversal, on voudrait l'être encore plus demain. Donc, n'hésitez pas. On a eu des sollicitations dernièrement sur l'hydrogène et les camions, Eric en parlait, sur des toitures photovoltaïques avec des entreprises qui fabriquent du carton en dessous, donc risque incendie, qu'est-ce qu'il en est, des demandes de financement importantes. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et puis, nous, on concentre notre travail, on continue sur notamment, financement européen, on essaiera de faire une passe, comme ça a été dit, mais aussi sur la question des investissements et des fonds d'investissement qu'on voudrait essayer de creuser pour voir s'il y a besoin d'en rajouter par rapport au dispositif existant, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et puis, écoutez, prochain rendez-vous sans doute aux UER, donc aux universités d'été, qui risque d'avoir lieu à l'automne. On vous précisera la date exacte. Mais encore merci à tous nos intervenants et puis à tous les participants aujourd'hui. Et écoutez, je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. Un grand merci. Voilà, j'espère qu'on a répondu à vos interrogations.